T'as vraiment l'impression que tu peux te ressourcer juste en beugant, en regardant de la mousse dans un temple, quoi. Je suis fan de mousse et de cimetière. Nous, dans le métro, donc c'est-à-dire il y avait 4 pecnos dans la rame. Tu t'asseyais, je sais pas, enfin je veux dire du même côté de la banquette, ils se levaient et ils partaient. Mais en tout cas, retard de 10 minutes, j'ai dû aller m'excuser à toutes les personnes à tout le staff. Tout le staff. À tout le staff. Hello, hello. Aujourd'hui, on est avec Laura. Ouais. Ça va? Ça va, super. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'accueillir. Ouais. Alors, Laura, moi, je t'ai invitée parce que déjà, on m'a beaucoup parlé de toi. Cool. Ton nom circule beaucoup. Okay, parce que tu es saké sommelière. Yes. À Paris. Tu fais aussi d'autres... À Paris pour l'instant, mais je veux dire, je veux pas mettre de frontières. Ça peut aller jusque dans plein d'endroits. C'est bien. Ouais. Et du coup, tu organises, on en parlera un peu plus tard, des soirées autour du saké. Exactement. Et ça a attisé beaucoup ma curiosité parce que j'adore un peu la scène food de Paris, l'univers autour du Japon. Les boissons, on en parle un petit peu moins, donc c'est cool. Les boissons, on en parle beaucoup moins et je pense que c'est plus rare ce que tu fais sur Paris. Carrément plus rare. C'est sûr. Il y a peu de professionnels qui sont formés au saké japonais en général, mais je pense que ça va venir vraiment avec les années. Voilà. Pour toi, c'est the new. Ouais, en fait, le saké, ça a vraiment commencé il y a une grosse dizaine d'années en France, mais avec des distributeurs qui sont arrivés et qui proposent des bouteilles, des sélections, etc. Mais c'est plus sur le côté commercial. Et maintenant, je pense qu'on rentre un petit peu dans une nouvelle ère du saké, en tout cas j'espère, où on fait plutôt vivre à Paris, voilà, sur des événements, des dégustations, où il y a plus d'interaction avec le public. Et justement de le faire de manière abordable, accessible à tout le monde. En tout cas, moi, c'est un petit peu le focus que j'ai dans ce que je fais. Ok. Voilà. Et je t'ai posé cette question avant même de te demander de te présenter, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut enchaîner sur qui es-tu ? Oui, tout à fait. Quand tu disais, moi, je suis Laura. J'ai grandi à côté de Paris. Je suis partie de France en 2012. Je suis rentrée en 2023. Donc, je suis... ah oui. Ouais. J'aime beaucoup voyager, vivre à l'étranger. Vraiment, ma vie d'expatriée, c'est ce que j'ai de plus cher. J'y tiens beaucoup. Je suis rentrée en France parce que c'est aussi de très belles opportunités, surtout pour la food, la gastronomie, la boisson. Bien sûr. Et j'avais envie de me lancer dans un projet à moi entrepreneurial parce que je viens du monde de l'hôtellerie, restauration, du service, ce qui est d'ailleurs très facile de voyager en faisant ces métiers-là. C'est pour ça que j'avais choisi un peu cette carrière-là. Donc j'ai passé pas mal de temps en Asie, donc notamment 2 ans au Japon. On pourra peut-être en rediscuter. On va en reparler en détail. Mais en rentrant en France, c'était vraiment avoir une envie d'avoir un projet à moi avec un lien avec le Japon. Et de pouvoir faire vivre et créer des expériences à Paris autour de produits qu'on connaît peu, donc le saké, et de le sortir un petit peu de sa niche et de pouvoir le populariser. Et en fait, c'est un métier de passion que je suis en train de créer et de découvrir. Je pensais jamais me lancer, tu vois, à mon compte, et finalement, c'est trop bien parce que je fais quelque chose que j'aime et je déguste beaucoup. Donc c'est très agréable. Je rencontre plein de gens qui sont passionnés des mêmes choses et qui sont curieux, et en fait, c'est hyper interactif et c'est trop enrichissant. Du coup, c'est un cercle vertueux parce que ça ouvre énormément de... Complètement. Et il se passe plein de choses tous les mois, toutes les semaines, et il y a plein de nouveaux projets qui arrivent, donc voilà. Génial. C'est que le début, malgré que ça fait maintenant 2 ans, que je me suis lancée, à peu près. On te le souhaite. Yes. Elle est à suivre, du coup. Je vous mettrai tous ces trucs comme d'habitude en description, sa page, etc. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement ? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans la gastronomie. Dans la gastronomie, les différents pays que tu as explorés. Et puis après, on enchaînera sur le Japon. On enchaînera sur le Japon. Comme je te disais, donc je suis partie de France 2012, j'avais 18 ans, je me dis allez, ciao, je vais commencer mon aventure. Donc je suis partie en Suisse étudier l'hôtellerie, puisqu'il y a des très bonnes écoles qui sont là-bas et qui justement te donnent un focus en mode partez ensuite travailler loin. Donc moi, mon but, ça a toujours été de m'installer en Asie. J'y voyage depuis que je suis petite, et c'est vrai que je parle de l'Asie comme un continent, mais tu sais, c'est des odeurs, des néons, des choses qui, moi, m'ont toujours beaucoup attirée. J'y suis pas allée tout de suite.
J'ai fait un petit passage en Chine pendant quelques mois quand j'avais 19 ans, aller bosser à Shanghai, aller faire la fête là-bas, c'était assez cool. Après, je me suis installée en Espagne où je suis restée pendant 5 ans. Et ensuite, je suis partie au Japon. L'idée, c'était toujours en fait de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux produits, de nouvelles personnes. Et si tu veux, moi, on me dit, tu veux partir dans un pays où tu ne connais pas la culture, tu parles pas la langue. Je suis genre, yes, c'est trop bien. C'est enrichissant. Ouais, ça me botte de ouf. Et en fait, le Japon, c'était le hasard total. Il y avait pas une raison. Non, parce que la raison, c'était plutôt l'Asie. Et à vrai dire, j'étais plus focus sur aller à Hong Kong, parce que en ayant travaillé en Chine, où les Chinois parlent peu anglais. Et c'est vrai que pour que ce soit pour les clients, pour les collègues, j'aime pouvoir avoir un lien. C'est vrai que je peux pas me dire que je vais apprendre le chinois en 6 mois. C'est clair. Par contre, à Hong Kong, j'étais ok, il y a plein d'opportunités, ça peut être cool. Ils parlent anglais et c'est hyper dynamique pour la nourriture, etc. Et finalement, politiquement, c'était un peu le bazar à ce moment-là. Et là, il y a eu le Japon. J'étais là, bon, le Japon, c'est vrai que la culture du travail est quand même assez particulière. C'est pas forcément ceux qui le parlent le mieux anglais, mais bon. J'étais déjà allée en vacances pendant, je sais pas, une dizaine de jours. J'étais allée voir des copains qui vivaient à Tokyo. J'aime bien faire à chaque fois des gros city trips où je vais voir des potes qui vivent à l'autre bout du monde. Et puis après, je me fais un peu mon petit tour solo. Donc la première fois, c'était 10 jours? Ouais, une dizaine de jours. Pour aller voir des potes à Tokyo. Et après, j'avais fait le petit Osaka, Kyoto, tranquille, toute seule. Et puis c'est vrai que je m'étais dit si un jour l'occasion se propose, pourquoi pas le Japon. Et qu'est-ce que t'en as pensé juste c'est quoi les premières impressions que t'as eues pour le pays qui ont fait que tu te dises pourquoi pas un jour Ouais, honnêtement, je retrouvais tout ce que j'avais envie du cadre asiatique. Tu vois, moi ce que j'aime le plus, c'est les contrastes entre la street food et les hôtels de luxe, entre le bazar chaotique avec je sais pas moi, des fils partout dans la rue, les odeurs, les trucs, la vapeur qui sort de je sais pas d'où, et après t'es dans un environnement futuristique hyper carré, clean. En fait, j'adore les contrastes comme ça. Et ça, c'est un truc que on a moins en Europe parce qu'on vit dans des villes plus historiques qui ont de l'histoire. Tu vois, le Japon, enfin je veux dire, c'est des maisons en carton. Tu vois, non, mais franchement, qui sont faites pour genre se casser la gueule s'il faut. T'as des jolis bâtiments en bois historiques, mais t'en as encore peu et qui sont hyper préservés. Et en même temps, t'as ces buildings de ouf ou blocs de béton que j'adore. Et en fait, ça déjà, ça coche des cages où émotionnellement, j'aime ce genre de cadre. Et pour le Japon, je pense qu'il y a eu un côté hyper de calme, en fait. De calme, de paix, de tranquillité, où t'as vraiment l'impression que tu peux te ressourcer juste en buguant, en regardant de la mousse dans un temple, quoi. Je suis fan de mousse et de cimetière japonais, donc j'adore. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je peux genre juste passer 3 heures comme ça, regarder des petites statues avec plein de mousse et genre il se passe, je sais pas, ça m'émeut énormément. Et je pense que je fais les choses avec les émotions et avec les sentiments. Et il y a eu une connexion avec le Japon. Alors j'avais jamais regardé d'animé de ma vie, j'avais jamais lu un manga. Enfin vraiment, j'étais pas prédestinée. Mais c'est des moments de pause hors du temps que j'ai pu vivre un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience. Et on m'a offert en fait un boulot après au Japon. On m'a dit tiens. Mais de l'Espagne ou Alors de l'Espagne, je suis partie d'Espagne. Je suis allée vivre un été en Belgique, travailler dans un restaurant étoilé là-bas. Et en fait, c'est mes patrons qui m'ont envoyé au Japon. Génial. Ils m'ont dit oublie Hong Kong, c'est compliqué, je sais pas quoi. C'est le père de ma meilleure pote d'ailleurs qui était le chef du restaurant où j'étais. Et en fait, lui, il avait un vieux copain japonais qui parlait un tout petit peu français, qui avait un restaurant français dans la pampa japonaise à donc Yugawara. Mais je ne pense pas que tu ne connaisses forcément. Non. C'est entre Hakone et Atami. Donc tu vois, ça reste quand même à 2 heures de Tokyo. Mais Et en gros, c'était partir 3 mois, visa tourisme, travailler au Black, au Japon. Au Black? Ouais, j'allais travailler au Black. Ah ouais. Et donc ils m'ont pris un petit appart et je bossais pour eux. Tu sais, ils me filaient du cash, quoi. Vous répétez pas que c'est au Black. On répète pas que c'est au Black. Mais du coup, je suis très fière quand même d'avoir fait ce... Combien de temps t'es resté? Genre, les 3 mois touristiques, quoi. Les 3 mois. Les 3 mois. Et donc, c'était
hiver 2019 jusqu'à janvier 2020. Ah ouais. Donc, comme j'étais déjà là-bas, je commençais à faire des allers-retours à Tokyo pour dire bon bah je vais chercher du boulot. Comme je commence à apprendre un petit peu le japonais, donc j'arrivais un peu à me débrouiller. Enfin bon, je savais dire les noms de poissons et de légumes. Donc pour moi, dans mon travail, c'était hyper utile. C'était hyper utile. J'avais pas besoin forcément de faire beaucoup de conversations, mais d'expliquer un menu à des gens, etc. C'était amplement suffisant. Ouais. Et finalement, je commence à me pointer dans les hôtels, etc. Parce que tu peux avoir des très jolis packages en tant qu'expat d'hôtel, tu vois, de poste de manager. Et puis t'as souvent beaucoup d'étrangers qui sont là-bas. Sauf que là, c'était là genre non, nous on a entendu qu'il y a le Covid qui arrive, je sais pas quoi. Ça arrivait plus vite qu'en France où ça arrivait plutôt au printemps. Tu vois là, dès décembre, janvier, les gens ils commençaient déjà à tous avoir des masques. Et c'était non, on fait plus de visa, on veut plus prendre d'étrangers. Donc j'étais là genre merde, comment je vais trouver du boulot? Et finalement, j'ai trouvé dans ce restaurant qui s'appelle Esquisse, c'est un 2 étoiles Michelin à Ginza. Même moi je connais alors. Ah ouais, c'est vrai. Chérie, génial. Ouais, non, ça c'est extraordinaire. Et il se trouve que le directeur de ça, le chef et le sous-chef étaient français. 3 messieurs qui sont là depuis plus de 10 ans au Japon et donc qui m'ont accueilli là. Et du coup, ils t'ont fait un visa de travail et donc j'ai eu un PVT. PVT d'abord. Ouais. Je crois que j'étais vraiment une des premières en fait étrangères à bosser là-bas. Donc c'était trop cool et donc j'ai eu le temps de retourner en France, faire mon petit visa, reprendre l'avion genre mars 2020 et une semaine après. Limise quoi. Ouais bah oui. C'était Gili. Les frontières fermées et puis voilà, j'ai été bloquée après au Japon. Bloquée, c'est dur. Trop dur. C'était dur, hein. Trop dur. Moi, je suis trop jalouse de cette période où les gens étaient là. Oh, il y a personne, c'est trop bien. Ouais, honnêtement, c'était, tu sais, c'est le genre de truc, c'est, je sais pas, c'est un bug dans la Matrix, quoi. Ça ne se reproduira jamais. On espère. Mais, en tout cas, d'être bloqué comme ça au Japon, c'est sûr que quand tu voyais des étrangers, t'es là, genre, toi aussi tu vis là? Ouais, c'est cool. En fait, tu vois, ça changeait un peu vraiment la donne. Même dans le contact avec les gens. C'était tout de suite, ok, qu'est-ce que tu fais depuis quand t'es là? Enfin, tu vois, il y avait vraiment quelque chose de, parce que oui, on sortait, on se rencontrait, on faisait la fête. On allait, parce qu'il y avait pas de, comment tu dis? Le confinement? Il y avait pas de confinement, donc il fallait rester à la maison, mais c'était pas obligatoire. Moi, ils t'invitaient à rester à la maison, quoi. Voilà. Donc, premier truc que j'ai fait, moi, je me suis acheté un vélo. Mais je faisais genre 10-15 km de vélo dans Tokyo comme une maboule sur les routes. Enfin, c'était ouf. Génial. Et le printemps arrive et donc on se retrouvait tous les copains à Yoyogi. Enfin, même pas parce que je venais d'arriver, j'avais pas forcément beaucoup de copains, mais tu sais, t'avais des groupes de gens et t'es là, ok. C'était trop chouette, quoi. Bah oui. Et c'était des moments où on a l'impression qu'on revivra pas. Et ça crée un lien avec le pays assez ouf. Ouais, parce qu'à un moment, ils ont un peu aussi incité à ce qu'on voyage. Parce que forcément, il y avait des zones plus rurales ou touristiques. Dans le Japon, tu veux dire? Dans le Japon, il y avait vraiment, enfin, je veux dire, ils vivent vraiment du tourisme et il y avait personne. Donc, ils ont fait un truc go to travel. Et donc là, t'avais package, Shinkansen, Ryokan, hôtel. Ils te donnaient des coupons à dépenser sur place. Donc forcément, dans les petits shops, qu'est-ce que t'achètes? Le saké local ou les petits biscuits machin. Enfin, tu vois, c'était super cool. Et ça te crée des moments de voyage où t'es solo dans des contrées lointaines. Et tu vas dans des restos, t'es seul tout. Et les gens t'accueillent hyper bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils te donnent beaucoup à boire et beaucoup à manger. Et ça, c'est des liens, tu vois, qui m'ont marqué et qui, je sais, ont été décisifs, je pense, pour après la suite. Ouais, de garder un lien avec aussi la campagne. Parce que les villes, c'est génial, mais il y a rien de mieux quand même que la campagne au Japon. Enfin, tu vois, c'est exceptionnel. D'aller se perdre dans les montagnes ou je sais pas, dans des petites villes où il y a pas grand monde et c'est là où il se passe que des trucs de ouf. Ouais, je trouve. Ouais, tu te dis pas, tu te lèves le matin, tu te dis, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Totalement. Mais tu vas forcément rencontrer, je sais pas, ou un petit papy mamie qui vont te changer ta life, quoi. Et j'ai une question qui me vient, du coup, sur ce point-là. C'est qu'à l'époque, j'avais entendu aussi que à l'époque où justement les gens voyageaient en interne, il y avait pas mal de problèmes avec les personnes qui venaient de Tokyo. Parce que les gens les craignaient un peu par rapport au Covid. Parce qu'ils étaient convaincus que le Covid, ça venait de Tokyo à un moment donné. Et je te dis même pas pour les étrangers. Nous, dans le métro, donc c'est-à-dire il y avait 4 pecnos dans la rame.
tu t'asseyais, je sais pas, enfin je veux dire du même côté de la banquette, ils se levaient et ils partaient. C'était donc vraiment les étrangers, c'était assez compliqué. Ouais, même à Tokyo. Même à Tokyo, c'était craignos. Bon, alors je dis pas, effectivement, on n'avait pas forcément les meilleurs comportements, mais bon, t'as les masques, t'as les distances de sécurité, enfin, t'es pas là pour mettre les gens en danger, mais tu sentais vraiment, t'étais là, genre, la peste, quoi. Ouais. Et effectivement, oui, dans les campagnes, je pense que t'arrives assez bien à reconnaître parfois les Tokyoïtes, et c'était pas forcément... moi, j'avais entendu juste les problèmes, surtout avec les plaques d'immatriculation, quand les Tokyoïtes, ils se déplaçaient en voiture et que... je suis toujours en train, donc... Carrément, il y avait des gens qui leur abîmaient les voitures, qui rayaient les voitures, des choses comme ça. Parce qu'ils voulaient pas de Tokyoïtes dans leur ville. Après, c'est de l'extérieur. C'est pas méga étonné non plus parce que les gens avaient peur. En vrai, les gens avaient peur et c'est sûr que toi t'es dans ton petit village avec tes 200 habitants, puis t'as des gars de la ville de 60 millions de personnes qui viennent. Débarquent, ça fait un peu badé quoi. Mais ambiance spéciale pour le Covid là-bas. Malgré tout, t'as bien pu voyager et tout. Donc. Oui, voilà. Donc, ça a donné beaucoup d'opportunités quand même. Et puis, de créer des liens, justement, avec les restaurateurs. Oui. Aussi. Comme mon vocabulaire, c'était littéralement tout ce qui est lié à la nourriture, c'était facile pour moi de pouvoir échanger là-dessus. Donc, c'était cool. Mais du coup, t'as pu travailler normalement? Enfin, le resto, il était ouvert? Non. Et non. Je crois que j'ai dû faire 3 semaines. Et puis après, on a dû fermer pendant 1 mois et demi ou quelque chose comme ça. Et après, ça reprenait tout doucement. Avec beaucoup de... Tout doucement. Mais d'où le fait aussi que j'ai pu rencontrer des personnes, me faire des amis. Parce que mine de rien, tu vois, je commençais ma journée de travail, je devais être à 10h au resto, je finissais à minuit. Ah oui. Et j'avais 5 jours de congé par mois que je pouvais choisir, ça c'était pas mal. Mais je veux dire, pour voyager... Enfin, tu pouvais pas en mettre 2 d'affilée. Si t'en faisais, c'est-à-dire qu'après t'étais sûr de travailler pendant beaucoup plus de temps derrière, donc j'aurais pas pu vraiment voyager et puis compliqué de se faire des potes mine de rien. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est vraiment assez unique ce qu'on a pu vivre à ce moment-là. Ouais. Et on avait 6 jours de vacances aussi par an. Ok. Donc c'était 3 en janvier et 3 en août. Donc pareil. Ah oui, pendant les fêtes. Pendant les fêtes, donc. En fait, c'est quand personne ne fait rien. C'est pas du tout le moment d'aller en vacances parce que d'aller chez les gens, t'as beaucoup de choses qui sont fermées. Donc, voilà. Finalement, ça a fait que j'ai pu avoir beaucoup d'opportunités grâce à ça. Ouais. T'es resté 2 ans, donc t'as fait d'abord le PVT. T'es resté tout le temps chez Esquisse? Oui. C'est ça. Après avoir fait 3 mois donc dans mon petit restaurant à la campagne, j'ai fait 3 mois. T'es parti à la campagne. Ah oui, c'est ça. Le premier. Avant, et après, je suis restée tout le long chez Esquisse, Et du coup, du PVT, ils l'ont changé en... J'ai demandé de faire parce que c'était ça aussi, ce qu'on pouvait faire pendant le Covid, c'est de, comment tu dis, allonger le visa. Le temps. Ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc, t'avais la queue alors c'est pas aux ambassades, mais c'est au truc de l'immigration. Et tout le monde était là pour demander des extensions de visa. Donc, fallait dire, voilà, j'ai peur de l'avion, ou j'ai peur de rentrer chez moi, et c'était boum, c'est moi plus, boum, c'est moi plus. Du coup, t'as fait ça? Ouais. C'est moi. Ouais. C'est génial. Ouais, ça, c'était chouette. Parce que sinon, c'est vrai que les 1 an, ça passe tellement vite, quoi. Enfin, c'est 1 an, c'est pile poil quand tu dis, putain, je me sens à l'aise, je me sens bien. Il y a 4 saisons où t'as envie de prolonger. Oui, voilà, c'est ça, exactement. T'as fait les 4 saisons, t'es là, j'ai envie d'être encore 4 de plus, quoi. Ouais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ça m'a fait cet effet-là quand je suis partie. Ouais, je comprends. Comment ton choix s'est orienté sur le saké? Pourquoi le saké? Tu nous as donné des indices déjà. Oui, c'est vrai. Pourquoi le saké? Bon, déjà une grande passion pour la boisson en général et pour les produits. C'est vrai que pour le côté français, enfin le vin, enfin même déjà en dehors de la France, mais j'adore le vin. Je me suis jamais dit que j'allais me spécialiser parce que dans mon métier, je travaille avec des spécialistes. Et donc, d'une certaine manière, on fait à peu près les mêmes formations. Puis c'est surtout, en fait, c'est l'expérience, c'est goûter, comprendre, recommander. Donc, je me suis pas forcément formée comme ça au vin. Mais c'est vrai que quand j'ai goûté mes premiers grands sakés, ça, c'était à Esquisse, au restaurant. Enfin, c'était des trucs hallucinants que j'avais pas du tout goûté autre part. Tu vois, avec les copains, on buvait pas du tout ce genre de jolies cuvées et bouteilles. Et parfois, c'était des choses tellement délicates, tellement fines. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut partir du riz pour arriver à quelque chose comme ça? Il y a vraiment
un mystère à élucider et à comprendre. Et ça m'a beaucoup intriguée. Et quitte à avoir la chance d'être un peu plus longtemps sur le territoire japonais, de travailler quand même dans un des meilleurs restaurants de Tokyo, on va essayer de comprendre un peu plus derrière cette boisson-là. Donc, j'ai commencé à me former, en fait, tu vois, sur Internet. Je me suis pas encore acheté de bouquins ou trucs comme ça. C'était vraiment de me former un peu en mode solo pour comprendre ce que je vendais. Et je me suis pris vraiment de passion, en fait, pour ça. Quand je regarde, j'aime bien, je prends toujours des petites notes, j'ai toujours mes carnets. Ça date, en fait, j'aime bien les relire de temps en temps, je dis, ok, saké. En fait, ça fait longtemps que ça travaille. Et c'est toujours un peu genre saké, quoi faire? Quoi faire en France? Quoi faire au Japon? Qu'est-ce qui pourrait, voilà, un grand peu questionnement. Tu brainstorm dans tes notes. Parce que, j'avais pas foutu les pieds, enfin, c'est pas que j'avais pas foutu les pieds depuis 10 ans en France, mais, à dire, j'y passais voir des copains, ma famille, et puis ciao, je repartais. Donc même c'est vrai que la restauration, comment est la restauration japonaise en France, à Paris, la boisson, surtout que quand t'étais partie, c'était les sushis. Sushis brochettes à l'époque. Oui, c'est vrai que tu rentrais et que j'étais assez surprise. Mais et puis là encore, même là aujourd'hui, ça se développe d'une manière incroyable. Ouf, en Paris, 2025. La ça scène bouge beaucoup. japonaise à Paris, elle est incroyable. Ouais. Donc et ça crée des opportunités, mais tu vois, c'est toujours être au bon moment, peut-être au bon endroit. Ouais. Donc ça a peut-être été le cas pour moi, en tout cas pour le Japon. Et sûrement aussi pour Paris, parce que c'est un bon moment pour le saké, je pense. Il y a tellement de choses qui se passent autour du Japon, de la gastronomie, et il y a plein de passionnés qui en parlent, enfin tu vois, comme toi ou n'importe quelle autre personne sur des sujets assez précis. Assez précis, ouais. Mais encore une fois, la boisson, ça, pas encore. Non, c'est moins. Beaucoup plus niche, comme on dirait, pour le moment. Donc c'est chouette de pouvoir participer en fait au développement du saké en France, et puis surtout de pouvoir en parler et de créer des moments de dégustation. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai vu sur ta page Insta, c'est qu'en story permanente, il y a toute la liste des brasseries que tu as visitées au Japon. Oui, ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Ouais, c'est chouette. T'es allé un petit peu partout dans les régions différentes. Et toi, tes objectifs de voyage, c'est vraiment les brasseries. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Carrément, en fait, pour moi, c'est la meilleure manière de voyager. Enfin, on a tous un peu dans la passion Japon, elle est toujours un peu différente. Chacun a un fil différent. Ouais. Donc pour moi ça va être le saké, et comme je te disais, j'adore la campagne japonaise, et il y a rien de mieux en fait de pouvoir sortir des villes pour aller dans les campagnes et aller voir les artisans, et ça te fait passer dans des bleds t'aurais jamais mis les pieds. Exactement. Honnêtement, de voir des vieux petits villages ou pas, et de voir comment ça se passe en fait en dehors des grandes villes. Et clairement, bon oui, t'atterris peut-être à Tokyo, mais je veux dire le Kyoto, Osaka, etc., t'as pas besoin d'y passer. Tu vas faire d'autres choses, tu vas dans d'autres villes, et ça veut dire aussi t'as moins de monde, et c'est chambé. Pour les brasseries, j'y suis allée déjà en mars. On fait à peu près 6-7 brasseries. Ouais. Donc ça c'était assez dingue, en mars 2025. 2025. Ouais, donc je vais aller 2 fois en moins d'1 an, donc c'est un peu assez ouf. Et donc j'ai la chance, je connais très bien donc les distributeurs de saké en France, c'est eux aussi qui m'aident à pouvoir prendre contact avec les brasseurs, parce que c'est un monde qui est quand même très fermé. Oui. C'est pas comme les vignobles. Ouais, ok, tu débarques, vas-y, on se prend une quille. C'est pas si chill que ça. Puis déjà, il y a aussi la barrière de la langue, de rien. Même si je peux quand même me débrouiller un peu en japonais. Tu sais, c'est technique. Puis t'as pas envie t'as pas envie que ce soit à peu près. Faut que ce soit quand même un petit peu. J'ai pas envie de louper l'information, en gros. Donc ça s'organise aussi, qu'il y ait quelqu'un qui puisse traduire, ou un interprète, ou etc. Et c'est un monde qui est assez fermé, et c'est génial de pouvoir y accéder. Ouais. D'où le fait que de visiter, pour moi, c'est aussi quand je rentre en France, je partage ça avec mes clients, avec mes amis. Et là, je retourne au Japon la semaine prochaine. Il y a à peu près entre 15 et 18 brasseries
qui sont planifiés au voyage. Donc là, c'est un petit peu abusé. Tu vas passer tes journées dans des brasseries, en fait. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est un truc cool. De fou. C'est trop cool. Mais vraiment dans tout le Japon. Enfin, tu vas faire vraiment un road trip en mode. C'est très abusé ce que t'es en train de faire. Que je fais. Mais c'est cool. Je vais faire ça en mode solo. Je prends le train, je vais visiter les brasseurs. Je vais découvrir leurs produits, leur environnement. Je veux prendre aussi, l'idée c'est de pouvoir faire du contenu, pouvoir montrer à quoi ça ressemble. Comment ça se passe, Parce que y a pas de, c'est compliqué à imaginer. On a forcément peut-être le chai du vignoble en tête, mais les brasseries, t'as du truc tout kiki en bois, hyper vieux, après plein d'histoires, ou t'as celle qui fait je sais pas combien de millions de bouteilles à l'année et qui est donc t'as plein de choses différentes et c'est bien de tout voir pour comprendre parce que après moi je parle des produits, il y a toujours un côté où moi ce qui m'intéresse c'est un peu la philosophie derrière les gens, les produits, pourquoi est-ce qu'ils choisissent tel et tel ingrédient, pourquoi ils aiment faire un style de saké, la manière dont ils aiment le boire, manger. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut aller vivre sur place. En tout cas, pour essayer de mieux le retransmettre ici, quoi. Donc, j'ai hâte de ce. Je pense que ça sortira quand tu seras là-bas. Ah, yes! T'organises des masterclass à Paris qui s'appellent Sake Night Fever. Sake Night Fever. Il y a deux choses. Il y a les Sake Night Fever qui est la marque d'événements plus de pop-up. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est pour les pop-up. Ça, c'est pour les pop-up, donc c'est des collaborations avec des restaurants et donc où les gens viennent participer pour une soirée, mais c'est pas tant masterclass assis éducatif, c'est plus tu vas au resto, sauf que ce que tu vas boire, c'est du saké. Mais du coup, tu te mets en association avec des chefs exactement. Japonais en général, Pas forcément. L'idée, c'est plus de changer à chaque fois de restaurant, changer à chaque fois de chef. Et si c'est pas japonais, je veux pas dire c'est mieux, mais l'idée, c'est de sortir le saké du Japon et des accords avec la nourriture japonaise pour pouvoir essayer ça sur justement la nourriture française ou italienne ou d'autres pays d'Asie. Ouais, c'est de faire des mix. C'est comprendre en fait que le saké va bien avec tout type de nourriture, mais parce que le saké, c'est pas une boisson qui goûte comme ça. En fait, c'est hyper large. On dit saké, mais c'est hyper un terme large. Très large. Ouais, c'est un terme oui, en fait, on parle plutôt du Nihonshu. Voilà. Donc pour le saké japonais, c'est le Nihonshu. J'attends les commentaires, tu vois. Parce que le saké, ça fait vraiment resto chinois des années 90. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est peut-être à dire encore une fois, même en début de vidéo. De toute façon, je le dis à chaque fois, que ce soit pour les masterclass plus côté éducatif ou pour les Sake Night Fever, c'est pas donc c'est vrai que saké veut dire alcool en japonais, sauf que là c'est du Nihonshu, donc c'est l'alcool du Japon. Donc c'est une boisson fermentée à base de riz. Donc qui dit fermenté, c'est comme le vin, c'est comme la bière. T'es pas des degrés d'alcool trop élevé, t'es en grosso modo autour de 15 degrés d'alcool. Ce qui est totalement ok et buvable pour tout le long d'un repas. Donc rien à voir avec ce qu'on peut avoir en tant que saké de restaurant asiatique, digestif, hyper torboyau, vraiment pas cool, qui brûle. Non, ça c'est hyper loin du saké japonais. Justement et c'est cool de pouvoir non mais c'est vrai que c'est toujours hyper important à dire parce que parfois ils sont là mais du coup je vais faire tout le dîner avec un alcool à 40 degrés non pas du tout, tout va bien, on va pouvoir le boire dans un verre à vin frais, ça va être c'est digeste et l'idée c'est de construire toute une expérience autour de ça. On n'est pas non plus là pour se bourrer la gueule. C'est vrai, il faut faire quelque chose qui a du sens et c'est une découverte sensorielle et gustative. Voilà. Et qui est imprégné d'histoire. Donc c'est ça aussi un petit peu derrière, c'est de pouvoir ça aussi dans le c'est de pouvoir parler des artisans, des ingrédients, de faire le lien avec la nourriture et changer tout le temps d'endroit. Faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc les saké fromage, ça fonctionne toujours bien. J'ai fait saké pizza. Saké pizza. Ouais, saké pizza, c'est trop stylé. Ça c'est un truc qu'ils font pas mal aux US pour le coup. Que la culture du saké, elle est genre là, imprégnée, carré. Ouais, ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous.
Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait avec nourriture Singapour qui est assez épicée. J'ai fait avec une copine chef qui est franco-viette avec une cuisine de ouf. Après j'ai fait ça aussi avec beaucoup de copains. Toute cette génération un peu de restaurateurs qui s'inspirent aussi de leur culture, de leur voyage pour donner des nourritures qui sont assez dingues et très variées. Ouais. Et c'est génial en fait de pouvoir travailler ça en accord et c'est du renouveau constamment. Et ce qui permet d'avoir une cool communauté en fait qui vient souvent aux events parce qu'on change d'endroit, c'est pas les mêmes sakés à chaque fois et c'est une expérience différente. Mais du coup, comment tu les prépares? Ça me, du coup. Ouais. Comment ça se fait? Ouais. Parce que du coup, comment, par exemple, si tu parles de ton pop-up sur la pizza. Ouais. Comment tu choisis les sakés? Je goûte. Ouais. C'est vraiment tu fais le test avec. Je suis en train de. Tu fais le test avec. Ouais, genre, exactement. Voir ce qui va avec la pizza et tout. C'est ça. En fait, je me pose avec le chef. Ils vont me passer le menu. Je vais leur poser plein de questions. C'est important de savoir ce que ça va être plutôt umami, plutôt sucré, plutôt acidulé, plutôt amer, de comprendre les textures et les goûts. Bah oui. Vraiment bien comprendre tous les ingrédients. Et c'est vrai qu'en fait, il faut goûter. Pour n'importe quel accord, si tu veux faire un truc quand même assez précis, il faut goûter. Donc, avec la base du menu que j'ai, je fais une sélection de sakés. Okay. Souvent, c'est entre 4 et 6 sakés. Je les apporte au restaurant et là, je prépare les accords. Donc souvent, j'ai 6 verres devant moi ou plus avec presque tout le menu du restaurant. Et là, sur chaque plat, si tu veux, je vais goûter avec un saké, avec un deuxième saké pour voir un petit peu les différences. Parce que effectivement, parfois, il y a des trucs, je me dis, ça c'est sûr, ça va être génial. Et tu goûtes et t'es là genre, en fait, non, c'est peut-être pas mal avec l'autre. Donc, c'est hyper intéressant. En fait, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en bouche. Parce que tu manges et tu bois le saké en même temps. Donc, il y a différentes écoles, mais ça, c'est vraiment une manière de goûter. Ouais. De vraiment mélanger les produits ensemble et t'as quelque chose de assez ouf qui se passe. Okay. Le saké va complètement sublimer les ingrédients, leur donner de la longueur ou rafraîchir la bouche. C'est assez ouf en fait ce que ça peut provoquer. Ou alors tu peux le boire, manger, boire et remanger et en fait t'auras des sensations qui sont différentes. D'accord. Donc c'est assez chouette, mais ça j'aime bien parce que finalement les clients jouent aussi un peu avec ça. Et c'est d'être hyper attentif à ce qui se passe et eux se créent eux-mêmes leurs émotions. Et sur tout un accord, tu vois, quand on fait parfois je fais des menus aussi en plusieurs temps qui sont beaucoup plus précis parce que il y a ou les soirées Saké Night Fever où c'est à la carte, au verre. Vous venez, vous buvez un verre ou vous en buvez 4, enfin vous faites un petit peu ce que vous voulez, ça c'est hyper convivial, accessible, c'est très cool. Ou il y a le côté aussi plutôt sur un menu un peu plus carré, mais donc là on peut aller un peu toucher, je veux dire, au plus profond, je trouve, des émotions des gens. Et enfin moi c'est comme ça en tout cas que j'ai un lien avec la boisson, c'est parce que je dis putain une fois j'ai goûté ça, c'était juste ouf. Et c'est incroyable parce que beaucoup de gens viennent me voir et me disent un jour j'ai goûté un saké. Alors c'était il y a 5 ans, j'étais dans tel restaurant, dans telle ville et je mangeais ça avec, là genre ça t'a marqué. Et de là, ils sont curieux, ils disent OK, je veux créer d'autres choses. Donc il y a un engagement derrière aussi de pouvoir voilà, il y a quelque chose à créer. J'aime beaucoup jouer avec les contenants et avec les températures. Donc ça c'est vraiment mon gros kiff. D'où les voyages aussi au Japon pour acheter du matos que je peux ramener en France et montrer que effectivement d'un contenant à l'autre c'est bien différent et surtout en chauffant c'est complètement différent. Je sais pas si t'as déjà bu un peu de saké chaud. Non. Même ce que ça dégage en termes d'odeur, c'est vraiment sublime et souvent ça peut être associé à des céramiques qui sont un peu plus rugueuses. Il y a vraiment tout un ça peut être toute une expérience. Et donc maintenant j'ai mon petit matos de saké chaud que je peux foutre dans mon sac à dos et que je peux me trimballer sur les événements et ça c'est quelque chose. Et chaud, tu l'associerais plus à quoi? Du coup, je suis curieuse. Eh ben, nourriture chaude en général. Ou sur des plats, les sakés qu'on va chauffer, c'est des sakés qui sont plus riches, plus gourmands, plus de longueur, plus umami.
Ça va être génial sur des viandes en sauce, sur parfois sur des produits qui sont un peu gras, parce que comme tu chauffes la bouche, parce que tu vas manger un produit gras, ça va le faire fondre un petit peu. Très charmé. Ça va très bien sur les fromages aussi, voilà, faut tester. Mais tu révèles en fait quelque chose dans le saké, et c'est toujours bien d'avoir un match en tout cas de température entre les deux plats, quoi. Donc on s'amuse beaucoup, voilà. Et donc laissez-les, ouais, c'est un peu ça. Mais pour faire les sélections, faut goûter. Donc ça passe forcément par ça quand on veut faire des trucs précis, quoi. Ok. Et du coup, tu parlais des pop-up. Ouais. Tu disais que tu avais deux. C'est ça. Les masterclass et les pop-up, yes. C'est ça. Les pop-up, c'est vraiment les collabs avec les restos, et les masterclass, ça c'est quelque chose d'un peu plus carré, éducatif, ludique. Qui cible qui, par exemple? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, tout le monde. C'est vrai que là maintenant, j'en fais pour le public. Donc souvent, on peut être entre 8 et 12 personnes. Okay. J'ouvre plusieurs bouteilles de saké qui peuvent aller saké pétillant, saké kalakuchi qui sont beaucoup plus secs, des sakés plus fleuris, d'autres plus riches, toujours un saké chaud, saké vieilli, umeshu, enfin bon bref, on s'amuse un petit peu. Et c'est expliquer les ingrédients, comment c'est fait, comment fonctionne la fermentation, parce que il y a tellement de choix à faire pour arriver à tel et tel style de saké que nous sommes en train de déguster à la masterclass. Ça permet de comprendre, ok, quand on boit ça, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est hyper intéressant parce que ça montre en fait tout le panel des styles qu'il y a. Et encore une fois, c'est pas un produit linéaire. Et ça permet d'éviter les comparaisons avec le vin. Ok. Parce que ça reste deux choses différentes. Il y a une base de fruits, tendance à faire ça, une base de céréales. Oui, parce que c'est ce qu'on connaît. Donc on va chercher en termes de goût ce qu'on retrouve dans le vin. Sauf que il faut se dire c'est mieux de repartir à zéro, en tout cas, et de le voir comme un produit à part entière. En tout cas, je pense que c'est mieux pour l'expérience. Ok. Voilà. Et donc les masterclass, j'en ai une ce soir là d'ailleurs, et où je vais chez des particuliers qui sont des copains. Ils m'ont booké pour la soirée. Génial. Ça c'est cool. 8 copains. Donc là après, je rentre chez moi, je fais ma valise, je mets toutes mes bouteilles, et je leur ai préparé des petites surprises. Mais je vais faire des accords avec des huîtres, avec des fromages. J'ai pris un Mont d'Or qu'on va passer au four pour faire sur un saké chaud. Voilà. Je vais prendre une petite galette des rois aussi parce que c'est cool. Yes, je vais faire umeshu galette des rois, ça va être sympa. Donc voilà, et hyper sympa de pouvoir faire ça aussi chez des particuliers. Bon, c'est notre orga. C'est vraiment, t'arrives avec ta valise. Ok. Mais voilà, c'est plutôt pour le côté public. Et à partir de cette année, je vais aussi commencer à faire des formations pour les pros. Parce qu'il faut. Effectivement, il y a de la demande en plus. Franchement, il y a de la demande. Il y a une curiosité, et en fait, oui, mais les gens savent pas trop quoi. Et il y a rien de mieux que quand même d'apprendre avec quelqu'un. Là, tu peux regarder sur internet, machin, mais quand tu peux poser tes questions, et encore une fois, tu goûtes et t'essaies de comprendre. Donc voilà. Plus concret. Ouais. Donc j'aimerais bien commencer pouvoir faire des formations pour les pros, pour les restaurants. Donc ouais, pas mal de choses à faire. Mais bon programme. Ouais, grave. Tu fais quoi chez Sola? C'est ça aussi que chez Sola. Tu travaillais pour Sola. Ouais, exactement. Ouais. Mais du coup, tu fais du consulting ou c'est le même donc il y a le Sola qui est donc un restaurant étoilé japonais dans le 5e, et maintenant il y a la cave du restaurant Sola. Donc c'est Sola cave et céramique. Donc en fait ils ont toutes leurs quilles de vin du restaurant, qui est une sélection ouf qu'ils ont fait sur plusieurs années. Ils m'ont appelé pour faire toute la sélection de saké de la cave. Et donc on a quand même ça change, mais peut-être 40, 50 références de saké. C'est énorme. Surtout que j'ai carte blanche pour la sélection. Ouais. Car souvent, lorsque on va dans des boutiques de saké à Paris, c'est les boutiques des distributeurs, donc c'est leur sélection à eux. La chance que j'ai là-bas, c'est que je peux prendre de tout le monde. Et souvent, j'essaye de représenter des sakés qu'on ne trouve pas forcément en boutique physique non plus. Et ça peut changer. Tu vois, ce que j'ai en hiver, c'est pas pareil que la sélection de printemps-été. Ça change beaucoup. Je suis hyper libre là-dessus, donc c'est génial. Et là-bas, donc il y a
Solacave céramique. Il y a un très bel atelier de céramique parce que le chef Kosuke Nabeta du restaurant Sola est céramiste aussi. Alors, ce mec sait tout faire. De toute façon, il est génial. Et t'es déjà allé ou pas? Chez Sola, ouais. Ah ouais, c'est vraiment génial c'est incroyable. Et c'est en fait, on est copains. On faisait des salons de vin ensemble. Ah ouais. Et il m'a dit, voilà, maintenant que t'es dans le saké, maintenant il y a un nouveau projet saké avec la cave, donc viens avec nous. Et au sous-sol, il y a un super grand comptoir. Et avec Kosuke, on se retrouve 3 fois par mois pour faire des tables du chef. Et on fait des dîners omakase. Donc les omakase, c'est vraiment, je m'en remets à vous, littéralement. Donc en gros, voilà, il n'y a pas le menu sur table ou quoi que ce soit. On arrive, on se pose, c'est souvent au comptoir. Et le chef, voilà, va dégainer ses assiettes, un petit peu surprise. Et donc il y a vraiment une relation de confiance et c'est hyper intime et exclusif et moi je sers des sakés dessus et c'est génial de pouvoir faire ça et c'est marrant, on a toujours l'impression d'être, moi je dis on est un peu un vieux couple qui reçoit à la maison parce que c'est hyper bonne ambiance malgré que ce soit une expérience de ouf, très luxe et très gastronomie, mais il y a on a une très jolie manière de s'exprimer et de se compléter sur les produits. Et c'est là-bas où je fais aussi des masterclass sur place. D'accord. Voilà. Génial. Ouais. Donc ça, c'est mon lieu principal pour les masterclass et c'est parfait d'être voilà, à 8-12 et je fais des plateaux individuels de fromage. Donc souvent, il y a une sélection de 5 fromages, charcuterie, tarama, petits desserts, voilà. Et donc, on fait un accord sur chaque saké là-dessus. Super. Et c'est cool. Et j'ai des gens qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et ce qui est ouf, c'est que tout le monde est passionné du Japon. T'as pas souvent c'est ça le. Franchement, t'as pas une personne qui est là genre bon bah moi je sais pas pourquoi je suis là. Quoique non, si parfois il y en a qui ont eu des cadeaux mais il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Et ce qui est ouf, c'est que du coup les clients échangent grave entre eux. Parce que c'est le fil conducteur, ça lie tout le monde en fait, c'est incroyable. Mais c'est incroyable parce que parfois, enfin je pense que sur je sais pas moi les masterclass j'en sais rien, ça peut être plus individualiste. Puis tu vas pas demander aux voisins ce qu'il fait, mais là c'est vraiment toi t'es allé quand au Japon? Ah et toi t'as goûté ça? Ah mais t'as pas des recommandations de resto? Je vois les gens qui s'échangent des numéros de téléphone, je suis là genre c'est le bonheur absolu. Enfin moi c'est tout ce que j'aime, c'est le côté un lien de fou, partage, transmission. Et ouais, ça crée des liens et voilà. Moi, quand je vois ça, je me dis bon, je sais que je suis dans la bon corps de métier, dans le bon chemin, quoi. Tout à fait. Je vais bosser maintenant un petit peu pour la NTA, qui sont le National Tax Agency, parce que tout ce qui est alcool est lié en fait à cette organisation gouvernementale. Et maintenant, je vais aussi pouvoir faire des masterclass pro que eux organisent. Génial. Je vais faire un salon en Belgique. Bon, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je vais partir 3 jours en Belgique, justement avec cet organisme. Et je pense qu'il y aura plus. En fait, il y a un côté un peu plus officiel, d'une certaine manière, comme représentante peut-être du saké en France. Donc ça c'est chouette parce que c'est pas quelque chose. En fait, tout ce que je fais, sinon je me suis un peu créée toute pièce. Tu vois, donc ça prend du temps. C'est l'impression que je fais l'offre et la demande. Genre voilà, c'est hyper challenging et que là j'arrive peut-être aussi au moment où on me contacte pour faire ce type de projet. Et j'espère des régions commencent à me contacter pour pouvoir faire la promotion de leurs produits, de leur saké. Et ça c'est génial. Tu vois, je veux pas être forcément ambassadrice d'une marque de saké parce que en fait ça restreint trop de choses, mais par contre de parler de telle et telle région c'est génial quoi. C'est super. C'est trop bien. Ça, c'est super. Donc là pendant mon voyage par exemple, je vais à Toyama. J'ai 2 jours de visite organisés de la région. En 2 jours, on va faire 5 brasseries, on a des dîners, on a des déjeuners organisés. C'est génial parce que c'est vraiment pour appréhender même donc ils veulent exactement et pour eux c'est tout bénef parce que moi je vais là-bas et puis ensuite en France je vais pouvoir dire ok Toyama c'est comme ça allez-y donc non c'est super et c'est des liens local, c'est important, c'est super important et pour la culture personnelle c'est trop cool quoi. On te souhaite beaucoup de réussite du coup là-dessus parce que on le dit jamais assez, enfin si on le dit jamais assez, on le répète beaucoup dernièrement, mais faut vraiment aller c'est très cliché le
hors des sentiers battus, mais dans les petites campagnes, dans les localités, de faire vivre le tourisme régional. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Et c'est enrichissant, effectivement. Et franchement, c'est pas si cher que ça. Enfin bon, après c'est vrai que là, j'y vais au mois de janvier, mais tu vois, le prix des hôtels pour bouger, c'est vraiment... des jolis hôtels, tu vois, les Ryokan, de faire ces expériences, c'est quand même quelque chose à vivre. Moi, je dirais une fois dans sa vie. Vraiment, minimum. De vivre le côté Japon, tradition. Et puis même, il y en a, et c'est accessible, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et, c'est un truc que j'ai jamais fait, que j'aimerais bien faire, c'est aller dormir plutôt aussi chez l'habitant. Ouais. Tu vois. Je crois que t'as des sites web, où tu peux c'est les coach surfing ou des trucs comme ça, ou peut-être que ça c'est plus en mode road trip, non? Ouais, coach surfing c'est plus en mode road trip, et je pense que c'est plus tu t'auras plus dans les grandes villes, j'imagine mal. L'habitant dans sa petite campagne être sur. Après, pourquoi pas, j'ai pas regardé. Mais je sais que ça existe, mais ça doit être par différents biais, mais où tu vas et cuisine pour toi. Ouais. Enfin, t'as vraiment un échange, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir échanger, même si on parle pas forcément la même langue. Il y a plein de petits gestes, plein de petites intentions qui font passer vraiment un message bienveillant, et c'est chouette de pouvoir faire cette expérience-là au Japon. Tu vas nous faire, j'irai dormir chez vous en version Safi. J'irai boire chez vous. J'irai boire chez vous. Oh purée, oh mon Dieu, j'ai trouvé Attention, concept. J'irai boire chez vous. Ah, j'adore. Génial. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est un truc qui me titille, c'est en tant que femme occidentale, au Japon, dans un milieu plutôt masculin, je dirais. Est-ce que t'as pas des histoires à nous raconter, des trucs, pas des incidents diplomatiques, mais des... Est-ce que t'as eu des petites expériences où c'était un peu compliqué? Compliqué ou... Ouais, oui. Ou un peu... Forcément. Marrant. Le truc, c'est que c'est pas très marrant à vivre sur le moment. C'est pas marrant. Sur le moment. Mais, tu vois, c'est vrai que... Quitte à aller au Japon, je me suis dit, autant aller travailler dans le meilleur restaurant de la ville, encore une fois. Ouais. C'est pas un hôtel. C'est un restaurant. Donc un restaurant de luxe qui est 100% Jap, avec une hiérarchie japonaise, des codes, très japonais. J'étais la première expat à venir bosser là-bas en salle. Première nana aussi. En plus. Et c'est vrai que, on va dire, je cochais un peu toutes les cases de, faut qu'on arrive à la mettre dans un coin, parce que elle est too much, quoi. Vous voyez que je parle beaucoup avec mes parents. C'est pas too much. Voilà, autant dire que ça, ils ont vu ça, ils ont dit, oh mon Dieu, faudrait l'attacher. Elle arrête de bouger comme ça. Et qu'elle fasse la plante verte dans un coin, ça serait parfait. T'as pas des origines italiennes, tout ce que tu... Ouais, mais mes 5 ans d'Espagne aussi, peut-être que ça... Ok, ça y est, ça clique. Voilà, ça clique. Mais c'est vrai, c'est des tics, et puis je peux parler fort, et puis je sais pas, enfin... Donc tu prenais beaucoup de place. Je prenais beaucoup de place. J'ai l'impression que c'était un peu, tu sais, dans les mangas, quand t'as un aura qui est genre... Et en fait, ils veulent juste que tu sois un gentil petit chaton, que tu fasses pas de bruit, et que tu mettes tes bras le long du corps. Et ça a été un peu... c'est pas forcément une anecdote comme ça, mais c'est un ressenti que ce que je suis... C'est pas bien. C'est pas bien. C'est ce que je suis, ce que je représente. C'est ça ne cadre pas. Mais après, t'es pas là-bas pour venir et dire ouais, en fait c'est ma loi et je fais ce que je veux, genre non, tu t'adaptes. Oui, et c'est ça qui est magnifique, donc tu t'adaptes. Et mais c'est juste que le changement parfois est un petit peu c'est violent. Ouais, c'est un peu violent parce qu'on te dit de ne pas être toi et de rentrer dans la case du du comme ça, quoi. Mais c'est intriguant de faire cette expérience-là, et c'est vraiment au bout de quelques mois que j'ai compris et que j'ai commencé à les observer d'une autre manière, et ça allait mieux. Je dirais. Ouais, ça allait mieux. Mais on m'a interdit de parler avec les clients dans le restaurant quand même. Ah ouais? Après, pas de bol. Ah bah, tout le temps. Pendant tout le temps. Pendant les 2 ans, j'ai jamais pu servir un client. Non, t'es sérieux? Ouais. Tu faisais quoi, du coup? Bah, je faisais plein de choses.
mais j'avais pas l'interaction. Après, direct. Tu vois, t'as plein de tables, t'as beaucoup de staff, donc c'est vraiment, je sais pas, j'allais dire, t'avais peut-être une personne qui avait 2 tables, et puis tu as ceux qui apportent les plats, les commis, etc. Mais tu n'as pas d'interaction. C'est vrai que le fait que ce soit Covid, qu'il n'y ait pas un client étranger, ça n'aidait pas. Mais quand même, quand ton métier c'est parler, de transmettre et qu'on te dit tu fais ta gueule. En plus, on avait les masques, donc c'était vraiment t'étais enfermé dans ta bulle et t'es là genre bon. Mais ça donne place à des choses complètement sublimes où d'un côté à l'autre du restaurant, on devait se parler en battement de cils comme ça et que t'arrives à faire des services absolument magnifiques. C'est formateur. Et t'arrives à comprendre des gens que tu ne parles pas la langue, mais juste en un regard. C'est très beau. C'est très formateur. C'est très très beau. Le langage non verbal au Japon, le maîtriser, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est beaucoup plus dur. Et tout, quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe, on n'est pas habitué. En fait, on va le comprendre. Et après, on a un regard adouci sur cette situation. Et encore une fois, j'avais ces 3 hommes extraordinaires français qui étaient là pour me dire, il se passe ça, t'inquiète. C'est normal. Ah, si, petite anecdote, maintenant que je me rappelle. Vas-y. Une fois, je suis arrivée en retard. Une fois? Ouais. En tout cas, une où je m'en rappelle. On parle d'un retard de 10 minutes. Ok. Ce qui est... Là, je pense que la demi-heure, ça aurait été... je me serais... C'est pas possible. Mais en tout cas, retard de 10 minutes, j'ai dû aller m'excuser à toutes les personnes à tout le staff. Tout le staff? À tout le staff. Ouais. Ah ouais. Donc, ça fout la honte de ouf. Il y en avait combien? Mais il y avait pas mal de gens quand même. Et je crois ceux de la cuisine aussi. Donc voilà, je me rappelle plus de la phrase que j'avais dû apprendre et réciter un peu, genre voilà, et d'aller m'excuser à tout le monde. Tu fais pas la fière après, quoi. Et t'es plus en retard, en fait, du coup. Et non, après, t'inquiète pas, t'es plus en retard, quoi. Ouais. Ouais, il y avait des petites choses comme ça, quoi. Mais sinon, franchement, ça va. J'étais assez protégée quand même là-bas. Donc c'était cool. J'ai pas eu trop de trucs chelous qui me sont arrivés. Okay. J'ai eu de la chance. Ou même, tu vois, quand on sortait, on était beaucoup en grosse team. Puis encore, c'était Covid, en fait. Tu vois, les boîtes étaient fermées. Tu traînais pas à Kabukicho. Je pense que t'avais moins de problèmes que peut-être maintenant. T'as, je sais pas combien de personnes dans la rue ou je sais pas quoi. Tu pourrais tester. Mais non, il m'est arrivé sinon un truc chelou quand je fumais encore à l'époque à Yugawara dans ma ville complètement paumée là. J'avais pas internet chez moi. Donc j'allais à la gare, dans le coin fumeur pour me connecter au wifi, fumer des clopes en plein hiver, tu vois, j'étais avec mes clopes et mon téléphone, et j'ai eu un gars quand même qui s'est touché devant moi, quoi. Oh, sérieux? Ouais, de ouf. Je lève mon téléphone et je vois le gars avec le truc baissé, j'étais là genre, faites chier, putain. Je lui ai hurlé dessus. Et le mec était genre complètement chill. Ah, il s'en foutait? Ah, il est complètement chill. Et il est parti, j'ai commencé à courir derrière lui. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aimerais bien lui foutre une patate. Et là, tu te dis, je suis une étrangère, je suis une femme. Si jamais le mec porte plainte, c'est moi qui est dans la merde, en fait. Tu vas te faire... Parce que tu peux pas te permettre de faire quelque chose envers, je pense, c'est toi qui as tort, un local. Enfin, peu importe ce que la personne vient de te faire ou la manière où il t'a. Il s'est juste touché tout seul. Voilà. Mais toi, tu peux pas répondre avec. Mais du coup, tu t'es arrêté. Enfin, tu l'as. T'as laissé tomber. Tu t'es mis. Ouais, je suis laissé tomber. Je suis retournée à la gare et je me suis mise sur un banc et j'étais là genre, ça va être long. Mais bon. Ouais, il y a des trucs bizarres quoi, un petit peu parfois qui se passent. Sale. Mais voilà. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Mais jamais facile. Tu nous as sorti des bonnes anecdotes. Ouais, mais jamais facile, honnêtement, d'être, je dirais, une jeune femme expat ou même un mec, en fait. T'as tellement de codes à savoir. Et le truc, c'est qu'on te les dit pas. Oui, faut que tu... Et il faut que tu fasses les erreurs, on te regarde faire les erreurs, et on va pas te les corriger, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui se dévoue. Oui, c'est ça la difficulté. Mais c'est ça la difficulté. Au début, j'oubliais de mettre le san derrière les noms. Ça passe pas. Ça passe pas trop. Donc, mais parce que mais personne te le disait. Bah, franchement, on a attendu vraiment quelques jours pour me le dire. Alors que dès le début, tu peux dire genre, en fait, non, faut dire san, Tina-san. Faut dire san. On te le dit 2 fois et puis c'est bon, quoi. Mais de voir un peu, de prendre le plaisir quand on te voit galérer. Ouais.
il y a ça un peu parfois. Il y a ça et il y a un truc qui moi m'irrite aussi. Il y a un truc qui moi m'irrite aussi et ça vient de mon mari même. Ok. C'est le truc de dire les Français, vous n'avez pas de common sense. Et le common sense, selon lui en fait, enfin selon eux en général, parce que ils représentent quand même. Ce que je veux dire, c'est que tu lui demandes, mais c'est selon toi le common sense. Ouais. C'est toi dans ton éducation qui te dit que c'est normal de faire un truc. Tout le monde ne peut pas avoir ce sens-là parce qu'on vient pas du même pays, c'est pas la même culture et chez nous on n'a pas le même common sense. Ok. Mais eux dans leur tête, tu devrais le savoir parce que c'est la base, tu vois. Quand ils disent le common sense, c'est la base, donc tu devrais le savoir. Donc on ne devrait pas avoir à te le dire, c'est que t'es pas éduqué. Ah oui, et qu'on te juge en disant tu n'es pas éduqué parce que tu ne connais pas le common sense. Oui, effectivement. Sans te le dire, c'est pour ça qu'ils te le disent pas, parce que tu es censé le savoir. Oui, alors qu'en fait, on vient de pays différents, quoi. Oui, mais... Et que même, c'était pour quelque chose d'oral et de parler de la langue, donc... mais oui, effectivement, c'est... Et on va te juger parce que tu ne sais pas... non, mais ça, complètement. Parce que tu devrais le deviner, en fait. Et je trouve ça très triste, finalement. Parce que c'est se juger les uns les autres pour pas grand chose et se prendre la tête pour peu. Et malheureusement, t'es obligé de ramer beaucoup plus pour arriver au même... Oui, non, effectivement. Mais oui, ça fait partie des petites choses qui rendent la vie un petit peu pas compliquée au début, mais vraiment ça passe. Mais moi ça m'a passé au bout de longtemps. Je pense que pour avoir une bonne expérience de travail au Japon, il faut rester vraiment plusieurs mois pour comprendre le pourquoi du comment, de voir les choses d'un autre angle. Parce que souvent, en fait, c'est pas méchant. Quand j'en parlais après avec les potes, t'es là, mais toi aussi, mais toi aussi. Ah, mais c'est tout le monde, en fait! Bon, ça va, alors. Non, mais t'as l'impression que c'est seule. Oui. Non, les trucs, je pense, qui m'ont un peu, vraiment détruit, moralement, c'est que, tu bosses plus de 12 heures par jour. J'arrivais, c'était bonjour. Je repartais, c'était au revoir. Et on m'avait pas adressé un mot de la journée. Toute la journée. Ouais. Et là, j'étais là genre, waouh, ça, c'est compliqué à vivre. Parce que, en fait, tu n'existes pas, quoi. T'es transparent. Parce que chacun fait son petit truc, mais encore toi, c'est sûr que t'es vraiment encore plus transparent que les autres. Et ça fait un peu de mal, ouais. Et je pense que le fait que j'ai voulu me mettre dans l'entrepreneuriat, donc, de dire, en fait, je vais choisir mes produits. Je choisis pas mes clients, mais c'est moi qui choisis les expériences dans lesquelles on veut aller. Le fait d'être dans la parole, dans la transmission, tout ça vient peut-être aussi, ça a été une nécessité après un peu la cassure du silence, du travail un peu au Japon où on ne peut pas donner son avis, on ne peut pas s'exprimer et puis de toute façon, on s'en fout, t'es pas là pour ça, et c'est vrai. Mais voilà, un besoin de plus d'émancipation, je dirais, après ça. C'est compréhensible. Et donc voilà. Je pense ça explique beaucoup de choses. Je pense que ça peut expliquer pas mal de trucs. Ouais. C'est autre chose. Mine de rien, tu vois, en discutant de ça avec toi, je me rends compte que j'ai dû avoir un peu la même chose parce que moi, en PVT, j'ai été serveuse dans un resto italien, mais il y avait que des Japonais. Ok. Que des clients japonais. Ouais. Mais dans mon cas, c'était vraiment une petite trattoria, je sais pas si tu vois, c'est genre un bistrot, quoi. Et c'était pas du tout, c'était tout petit, il y avait pas beaucoup de tables et tout, et malgré ça, j'avais l'impression d'être une couillonne à longueur de temps, qui ne comprenait rien. Pareil. Vraiment, je rentrais chez moi et je me disais, mais c'est dingue, je suis complètement débile. Enfin. Oui, non, oui. Et c'est qu'on te fait sentir que t'es vraiment une demeurée. Non, mais moi, c'était, j'ai des exemples à la con, mais quelqu'un qui demande un thé au citron, donc je vais pour couper une lamelle de citron. J'ai vu la réaction de mon collègue à la tronche de ma lamelle. Il était, mais outré que j'avais pas mes 2 mm parfaits de tous les côtés. Et t'es là, mais Laura, en fait, tu prends des citrons chez toi et tu t'entraînes à couper des rondelles. Ah oui. Là, genre, ok, super, je vais m'entraîner le soir. Parce que eux, ils faisaient ça.
parce qu'ils s'entraînaient à couper pour que quand ils arrivent au boulot, ils soient dans les trucs à la perfection, quoi. Ah, c'est génial. Mais moi, trop fun. Non, moi, c'était pas à ce niveau-là, mais moi, carrément, je me trompais de numéro de table, je déposais un plat sur une table qui était pas le bon. Le client me disait rien, il levait même pas la tête, il regardait le plat et il se fichait. Ah, purée, Et moi, je me disais, enfin, je voyais même pas où était au début, hein. Je voyais pas qu'il y avait un problème. Oui, parce que t'apprends un nouveau métier. Du coup, ma senpai, qui était japonaise, elle y allait, elle reprenait le truc, elle le donnait au chef, le chef le jetait, alors que le client n'avait pas touché, je m'étais juste trompée de table. Mais il l'avait pas touché. Il le jetait, et il m'insultait de tous les noms, parce que c'était autorisé. Ouais. En italien, en plus, hein. Ah! Attends, le japonais qui t'intéresse. Le chef japonais, il m'insultait en italien, comme ça, il se disait comme ça, elle comprend bien l'étrangère. Oui, elle doit dit dans sa langue. Purée. Je me faisais insulter je me fais hurler dessus en italien. Devant tout le monde. Enfin, non, pas devant tout le monde. Il le disait doucement. Donc, du coup, c'était pratique en italien parce que les clients comprenaient pas qu'il m'insultait. Oui, c'est pas mal. Bon, le chef est en train d'exprimer peut-être de grandes choses pour cette demoiselle. Ouais. Ouais, donc. Non, mais ça fait des situations cocasses. Là, je me suis dit, j'ai pas envie de rester. Enfin, moi, je me suis dit, je me vois pas me faire tout le temps dire, rentre en France si t'es pas contente. Ici, c'est le Japon, t'as pas compris, Ok. Ouais. Puis ça prend du temps à comprendre et puis chacun mais après, selon l'environnement. Vers la fin, franchement, on s'entendait super bien parce qu'après j'avais les codes. Mais ça prend du temps à être accepté, à faire partie du décor. Voilà. C'est le rôle de la plante verte. Puis à un moment, tu peux faire une fleur. Ouais. Ouh, ok, on s'est dit, ok, ça va, elle passe. Je me rappelle vraiment du jour où je me suis sentie genre, je fais oh putain, je crois que je suis acceptée dans l'équipe. Je crois que c'est là. Je crois que je suis une personne là. J'étais genre. Trop cool. T'avais fait un truc en particulier? Non, je sais pas. Ils se sont dit, bon, ça y est. Le temps. Ah non, fallait pas trop que je fasse des trucs en particulier. Justement. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait un truc en particulier, du coup, t'es là genre. Bien. Elle est des nôtres. Génial. Mais, non, mais c'est rigolo et franchement, c'est des très bons souvenirs. C'est un peu plus chiant à vivre sur le moment. Mais c'est formateur et c'est des trucs qui sont et après ça t'as même plus besoin de communiquer, enfin tu comprends direct même en France avec les Japonais, pas besoin d'expression faciale de quoi, tu comprends du tac au tac. Ouais, et c'est vrai que ça aide. Moi j'ai trouvé que les Français étaient, quand je suis rentrée en France, juste après le Japon, je suis rentrée en France, j'ai fait 4 mois. J'ai fait genre je me casse. Les Français sont fous. Genre tu sais, t'as passé 2 ans dans un pays où le travail, c'est la life, où t'arrives, premier job, et les gens se plaignent H24. Il y avait plus de makanaï. Makanaï, donc la nourriture du personnel, il y avait plus de makanaï. C'est une culture, hein, le makanaï. Ça, c'est pas hyper connu en France. C'est toute une culture. Travailler dans un restaurant au Japon, c'est pour le makanaï. C'est le plus beau moment de la journée. C'est trop drôle que tu me dises ça parce que récemment, j'ai fait une vidéo, je sais pas quand je vais la sortir, mais sur un ramen à Paname. Ok. Et en fait, ils cherchaient des serveurs japonais. Et à chaque fois à l'entretien, systématiquement, le serveur va demander c'est quoi votre makanaï. Et ils viennent travailler chez toi en fonction entre japonais en tout cas, en fonction du makanaï que tu sers. Trop smart. Ouais. Mais non, mais ça c'est génial. J'arrive en France, ils m'ont fait des penne avec du ketchup et c'est le même truc pendant 3 jours. T'es là, triste. Ouais, et puis les Français qui se plaignent, j'étais là genre, je vais repartir, je suis pas prête encore pour retourner en France. Je suis repartie en Espagne. Le choc culturel inversé. T'es repartie en Espagne? Ouais, je suis repartie en Espagne, mais du coup, je me suis retrouvée dans une ambiance telenovela où tout est drama, quoi. Oui. C'est donc voilà. Comme en France ou pire? Non, là c'est vraiment c'est des dramas. C'est du drame. Et puis tout le monde a une opinion et que tu sois manager ou pas, on va te la dire et puis c'est le drame. Je sais plus quelle culture choisir. Et encore une fois, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. On me fout la paix. Excellent choix, en tout cas. En fait, oui, je pense que c'est une accumulation de pleines expériences. Enfin, en fait, 10 ans sur la route à travailler à droite à gauche et de vivre des moments de dingue et de se dire ok, je pense que là le nouveau chapitre en fait c'est moi qui vais l'écrire à ma manière et pour les autres aussi, et pour ta santé mentale aussi. Ouais.
Grave. De ouf. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon saké? Ça doit être difficile comme... Ouais, c'est pas facile, effectivement, à répondre comme question. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas bien la culture du saké. Donc, je me disais, tant qu'on t'a sous la main, moi qui n'y connais rien, par exemple, qu'est-ce qui, selon toi, fait que... Je dirais surtout un bon saké, c'est très bizarre à dire, c'est un saké qu'on a envie de boire. Donc, logique aussi. Logique, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on a envie là maintenant? Donc, c'est de, premièrement, savoir identifier, c'est quoi mon mood? Est-ce que j'ai envie d'un truc frais, désaltérant? Est-ce que j'ai envie de me poser, d'avoir un truc un peu lourd? Est-ce que je suis cosy devant un feu de cheminée? Ou est-ce que je vais faire un pique-nique au but de Chaumont? Tu vois, le mood, c'est important. Parce que là, c'est pas répondre à la question qu'est-ce qui fait que c'est un bon saké? Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir le bon saké que tu vas déguster? Parce que si, en fait, le saké, encore une fois, c'est pas linéaire. Il y a tellement de styles. Si tu prends pas celui auquel tu t'y attendais, tu vas avoir une déception. Et pourtant, ça aurait pu, il est bon. Et pourtant, ça peut être un saké qui a été très bien fabriqué. Donc, je dirais de comprendre un petit peu son mood pour choisir, en tout cas, le bon saké. Dans le sens, si t'as envie d'avoir un truc, très frais, très facile, un truc d'apéro, un truc plutôt gastronomique, quelque chose de plus vieux. Donc c'est savoir quels sont tes goûts et où t'as envie de te placer. Et après, ce qui fait un bon saké, c'est déjà un bon choix des ingrédients. Mais c'est comme tout. Oui. Et c'est surtout le savoir-faire qu'il y a derrière. L'homme est hyper important dans la fabrication du saké. Pour faire du vin, tu prends du raisin, tu peux l'oublier un petit peu, ça va fermenter et tu auras du vin d'une certaine manière. Grosso merdo. Très merdo. Pour le saké, tu peux pas trop attendre que le riz fermente tout seul, c'est une céréale, t'as besoin de mettre certains ingrédients ensemble, t'as des micro-organismes qui sont là mais que l'homme va bidouiller, va mélanger, va faire interagir, échanger pour créer quelque chose. En fait, ce que tu bois dans un saké, c'est la vision du mec qui l'a fait. Et ça, c'est ouf. Et c'est ce que j'aime, moi. Ouais. Pour ça que quand je vais voir les brasseurs, je veux savoir, genre, c'est quoi, toi? C'est quoi tes valeurs, tes philosophies? Non, mais j'ai mon petit micro et je vais commencer à poser des questions. En 3 mots, c'est quoi vos... En fait, c'est ça que j'ai envie de comprendre. Mais en rencontrant les personnes, c'est quelque chose que tu vois, je sais pas, sur eux, dans leur sourire, dans leurs yeux, vraiment. Dans la tronche. Leur passion. La tronche qu'a la brasserie. C'est des choses imperceptibles, mais que t'arrives à comprendre. Parce que, effectivement, quand t'as une bouteille de saké devant toi, bon déjà si c'est traditionnel, donc t'as plein de kenji de tous les côtés, c'est pas facile pour savoir il y a quoi dedans. Qu'est-ce que c'est? Si on te l'a pas recommandé, c'est compliqué de savoir ce qu'il y a. Donc si tu comprends les brasseries, les maisons, les artisans, en fait chacun ils vont avoir leur style et donc ça selon ce que toi encore t'as envie de boire sur ce moment-là, à cette période de l'année-là, tu vas chercher le style de saké par tel et tel artisan parce que tu sais que c'est leur manière de travailler et ils vont avoir une trame quand même dans tout leur saké. Même si chaque brasserie fait quand même un style très différent, tu vois, enfin il y a vraiment une maison de saké peut faire autant un pétillant qu'un vieilli, mais il y aura quand même quelque chose, un lien entre tout ça. D'accord. Voilà. Très intéressant. Mais donc c'est très imaginaire tout ce que je t'explique. Oui, mais en même temps tu peux. Mais en même temps tu peux pas l'expliquer autrement parce que je te pose cette question, mais par exemple, je pensais à quelqu'un qui n'y connaît rien. Dans tous les cas, il sera perdu parce que c'est quand même. Oui, et puis de toute façon, il faut se faire un petit peu le palais. Tu vois, quand je goûte, c'est une question en bouche, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'équilibre, de justesse. Et encore une fois, c'est très personnel parce que j'essaye vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe et je parle en bouche dans les goûts. Et il faut juste que ce soit plaisant déjà pour toi. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir, de pas boire bêtement, parce que ça sert à rien sinon de boire si on boit pas c'est pas qu'il faut tout le temps boire des trucs forcément excellents ou très chers ou quoi que ce soit, mais faut avoir une réflexion de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir
et justement d'aller là-dessus. Ou qu'est-ce qui se ferait plaisir aux personnes avec qui je vais le partager et d'être plus dans un moment de conscience. Oui. Voilà. Et quand on a ça, je pense qu'on peut pas forcément se rater. Et bien sûr, il faut avoir eu un bon conseil à la vente. Et ça c'est pas facile. C'est pas facile parce que parce qu'il y a peu de personnes qui sont formées. Donc il y a, alors bien sûr, hein, quand t'as des boutiques à Paris où ils vendent du saké, où ils sont professionnalisés là-dedans, c'est les meilleurs endroits où aller parce qu'ils connaissent parfaitement bien leurs produits. Mais de plus en plus, voilà, certaines caves vont avoir quelques bouteilles. Parce qu'ils, mais justement parce qu'ils sentent que ça... Ils sentent, mais c'est important que ces personnes-là soient formées. Ouais. Qu'ils aient, c'est rien qu'ils aient 2 sakés identiques, faut qu'ils aient des sakés avec des styles vraiment bien distincts, comme ça quand les clients arrivent, ils disent c'est quoi votre mood? Bon bah voilà, bah plus sur ça ou sur ça, et puis la prochaine fois t'inverses et tu feras l'autre quoi. Donc faut tester, faut goûter. Et c'est ce que j'aime bien justement représenter pour les masterclass, pour les sakénas, je dis OK, qu'est-ce que vous avez préféré? Alors à chaque fois c'est complètement différent. Ouais. Donc ouais, c'est très rigolo, même le saké chaud, il y a personnes qui aiment beaucoup moins et d'autres où c'est révélation, c'est génial, mais au moins ils ont essayé ça. Et c'est important de avoir le vocabulaire, donc se poser des questions pour avoir du vocabulaire et puis ensuite le retransmettre lorsqu'on a besoin de faire un choix pour l'achat ou etc. quoi. Voilà, c'était très vague. Mais passionnant. Si vous voulez plus de détails, il faut faire une masterclass, par exemple. Carrément. C'est très cool. Une petite Sake Night. Ils seront de retour au printemps. Ah, ouais. Justement, c'était ma prochaine question. C'est quoi la suite pour, dans tes projets, justement? C'est en mars, du coup? Alors là, non, en fait, la vraie prochaine Sake Night Fever, elle est à Tokyo. Oh, yeah. Nice. Bien joué. Heureuse. Félicitations. Dimanche prochain, c'est genre ouf de dire ça. Donc en fait c'est un rêve. Donc moi j'ai toujours besoin de bouger. Donc là je sais que je fais des événements à Paris, mais j'attends de faire ça France, Europe, monde. Sky is the limit, vraiment. C'est clair. Et donc là, de faire ça à Tokyo, c'était limite le bout du bout. Le Graal. Et je vais faire ça avec un copain qui a un bar à saké à Coenville. Ça va être chambé. Et ambiance. Et ouais, je vais ramener des fromages de France que j'ai vraiment bien sélectionné, et on va faire avec sa sélection de saké là-bas, on va se faire une journée donc accord pairing tous les deux où on va goûter, et puis après on aura cette petite masterclass soirée fromage saké à Tokyo. Trop cool. Et ensuite pour la France, on se retrouve en mars avril. Ça va être très chouette. Le prochain confirmé, c'est au restaurant Shuzo. Je sais pas si tu l'as fait. Non. C'est un peu izakaya tropical. Ah. Donc c'est entre mix Colombie, Japon. Ah, génial. Et c'est génial, c'est dans le 11e. 11e. C'est un super couple chambé qui leurs parents ont ouvert, je crois, le premier restaurant japonais à Cali. Et donc ils ont toujours bercé dedans, et maintenant ils sont en France, ils ont installé ce projet-là, et la cuisine est riche, comme tu peux trouver en Colombie, en Amérique latine, et avec des techniques japonaises, et ils sont trop fans du Japon, trop fans du saké. On va s'amuser. Ah ouais, ça va être cool. Ouais, ça va être trop bien. Et tu sais la date exactement? Je crois que c'est le 25 mars. 25 si je dis pas de bêtises. Yes. Je vous mets tout en description. De toute façon, je vous mettrai sa page, donc vous pouvez suivre toutes les pop-up, tous les... Yes. C'est les soirées. Ouais. Non, et surtout pour le saké, et en vrai on se marre bien. Oui. On se marre bien, on se fait des copains, et c'est cool. Donc ouais, et je prends du plaisir à faire ça et à partager ça. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Je trouve que c'est super. Ouais. Bonne conclusion, c'était hyper intéressant. Trop cool. On est parti sur plein de trucs. Ouais. Merci. Et comme d'habitude, abonnez-vous si vous en voulez plus, commentez. Et allez follow Laura. Grave. Surtout là, pendant le voyage, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être postées, qui vont venir après s'ajouter. Donc c'est vrai que pour les curieux, qui veut dire ça ressemble à quoi une brasserie, etc. C'est intéressant. J'ai 18 visites à faire, donc normalement, si je fais bien de voir, il y a j'ai 18 fucking vidéos à faire. Donc sachant que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc ça va être très drôle. Mais faut se lancer, et je pense que ça peut être assez rigolo, quoi. Ouais. De voir le Japon, voilà, c'est une autre sous un autre angle. Ouais, sous un autre angle, encore une fois. Génial. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Bye. Ciao, ciao.